est dominante. Donc comment est-ce qu'on a trouvé ça? On a trouvé le syndrome de Williams, puis il y a des gens qui se disent, mais le syndrome de Williams, ils ont une sténose supravalvulaire aortique, mais moi je connais une famille où il y a le papa, la maman, et puis la fille, et puis le troisième fils qui a eu, ils ont eu tous les trois une sténose supravalvulaire aortique. Ils ont, eux, une mutation ponctuelle dans le gène de l'élastine. C'est comme ça que ça a été trouvé. Donc là, c'est pas comme la trisomie 21, c'est-à-dire 3 chromosomes 21, plein d'autres gènes. C'est le syndrome de gène contigu. Certains éléments du phénotype sont expliqués par la délétion de certains gènes, et certains gènes au milieu des syndromes de gènes contigus peuvent être des gènes de maladies isolées. Donc il y a des gènes dans le syndrome de gène contigu du syndrome de Williams qui sont des gènes de retard mental. Mais il y a aussi, ça c'est un syndrome de Williams, et elle, c'est une petite fille, elle a 5 ans. Elle a 5 ans, on pourrait dire, il y a des petits trucs qui ressemblent à Williams, hein. On serait tenté quand même. Mais en même temps, elle a l'air un peu vieille, hein. D'accord? Comme la peau qui tombe. On a dit Marfan et dysplasie acromélique. Et là, on dit, elle se ressemble un peu, mais au lieu d'avoir les joues rebondies, comme ce petit, je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, parce que ce n'est pas un de mes patients, c'est une image d'Internet. Cette petite fille, par contre, qu'on connaît, elle a en fait la peau qui tombe et qui est lâche. Elle a une cutis laxa. Et donc elle a une cutis laxa, et c'est marrant, mais elle n'est pas du tout retardée mentale. Elle n'a pas du tout la personnalité du cocktail party du syndrome de Williams, mais elle a une sténose supravalvulaire aortique. D'accord? Et on a regardé, elle a une mutation dans le gène de l'élastine. D'accord? Elle a une mutation ponctuelle dans le gène de l'élastine. Donc on mélange plusieurs choses. La contiguïté, plusieurs gènes s'en vont, plusieurs éléments du phénotype. Des mutations ponctuelles dans un gène donnent le phénotype spécifique d'organe, la sténose supravalvulaire. Mais les variations des mutations dans ce gène modifient un phénotype dans un champ morphologique qui est la peau et artère, et va donner soit le Williams, soit la cutis laxa, soit des sténoses supravalvulaires isolées. Allez, le dernier. Pas facile, hein? Pas facile, effectivement, et souvent diagnostic pas fait, c'est un syndrome de Kabuki. Je vous le montre ici, c'est plus facile chez ces enfants-là, d'accord? Chez un petit enfant africain, un noir africain, c'est plus délicat. Donc ce syndrome de Kabuki, parce que ces enfants, c'est le théâtre Kabuki, parce qu'ils sont maquillés comme dans le théâtre, c'est le maquillage Kabuki dans le théâtre No, parce qu'ils ont ce maquillage des sourcils, cet aspect maquillé et peigné des sourcils, le palais ogival, certaines déformations des extrémités. On a mis très 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 longtemps à trouver le gène du syndrome de Kabuki, ou les gènes du syndrome de Kabuki. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'on regarde en génétique très souvent, peut-être moins aujourd'hui, c'est qu'on va regarder des gènes structuraux, c'est-à-dire des gènes conservés. Vous savez que nous partageons 99%, je ne sais pas si je me souviens bien du chiffre, de notre matériel génétique avec des chimpanzés. Pourquoi est-ce que les chimpanzés, certes, nous ressemblent de loin, mais sont quand même différents de nous? Pourquoi sommes-nous différents du chimpanzé? Est-ce que c'est 1% des variations dans les gènes qui nous différencient? Ou est-ce que, on pourrait dire la même chose de la souris, hein, et descendre peut-être encore plus bas dans le développement? Ou est-ce que c'est la façon que nous avons de réguler les gènes qui fait que nous sommes différents et que nous avons évolué différemment et que nous continuons d'évoluer différemment? Donc certainement c'est ça. Et pour réguler les gènes, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a des facteurs de régulation, et ces facteurs de régulation vont avoir accès, qui sont des facteurs des protéines, qui sont des facteurs de transcription, qui sont codés certes par d'autres gènes, mais qui sont aussi des enhancers, des choses de ce genre-là. Comment est-ce qu'ils vont avoir accès aux gènes? Ils vont avoir accès aux gènes quand l'hélice d'ADN va se dérouler, puisqu'elle est enroulée, serrée autour des histones. Et éventuellement ça va les réprimer. Et donc les gènes du syndrome de Kabuki, ce sont des gènes qui interagissent avec les histones, et quand il y a des mutations dans ces gènes de régulation, eh bien on n'a aucune modification des gènes de structure, mais le gène cible, on va dire,
ce n'est pas le gène qui est muté. Le gène cible, c'est un autre gène. En fait, il va être rendu moins accessible, ou au contraire plus accessible à l'activation ou à la répression par la mutation d'un gène de régulation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En tout cas, c'est de la génétique épigénétique, c'est-à-dire que vous allez altérer un gène qui code pour une protéine régulatrice de l'expression d'un gène particulier, et c'est cette cascade qui va donner le syndrome. Et aujourd'hui, il y a plein de syndromes qui correspondent à ces mécanismes-là, avec plein de gènes, et je vous les cite brièvement. Le syndrome de Charge, le syndrome de Cornelia-de-Lange, avec des mutations de ce qu'on appelle la coésine, le gène Freinis, le syndrome de Odo, qui donne des transpositions des gros vaisseaux, avec des altérations de la latéralité, le syndrome de Opitz-Caveggia, et la liste est très longue. Donc l'altération de la régulation. Ma conclusion, quelles sont les leçons de cette revue courte? Trisomie 21, vous connaissez très bien. Mais le phénotype, ce n'est pas les 3 chromosomes 21. En tout cas, ça ne suffit pas. Il faut d'autres gènes. Donc les malformations cardiaques, ce sont des malformations polygéniques, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est une évidence, ce que je dis, c'est qu'il faut plusieurs gènes pour faire des trucs compliqués. Mais on voit bien qu'ici, il y a 3 chromosomes, et derrière, eh bien, en fonction du fond génétique dans lequel ça fonctionne, on va avoir des phénotypes différents. Je n'ai pas parlé du syndrome de Noonan et des rasopathies, mais c'était le premier exemple, et j'ai pris celui du Marfan, d'un pathway, d'un chemin d'activation de gènes et de phénotypes cardiaques multiples, mais aussi de cancers. Vous savez que les rasopathies vont donner des cancers. C'est assez curieux quand même d'avoir développement et cancer en même temps. Mais ce n'est pas non plus totalement incohérent. Ça fait partie des choses. Le syndrome de Marfan, des phénotypes similaires, des contre-phénotypes, des variations intragéniques qui vont donner des phénotypes approchant plus ou moins graves. Je n'ai pas parlé de la délétion du chromosome 22, mais c'était pour dire que la délétion du chromosome 22, on pouvait altérer un gène et on perturbe un mécanisme développemental, et derrière on va avoir des phénotypes multiples. Je n'avais pas le temps d'expliquer ce sujet un peu difficile. Et puis enfin, la régulation des gènes, soit par l'environnement, soit par l'altération de gènes régulateurs, eh bien, va donner des syndromes dont le mécanisme est un mécanisme plus épigénétique que des modifications structurelles. Merci. C'est probablement dans cette voie qu'on va aller. Merci, M. Bonnet.